Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'INPES. Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans les Alpes. Merci de nous rejoindre. Alors au sommaire de votre journal, nous parlerons des nuages qui s'accumulent au-dessus des virades de l'Espoir à Grenoble. Une institution qui chaque année récolte près de 100 000 € pour les malades et la recherche contre la mucoviscidose. Nous nous plongerons au cœur du XVIIIe siècle avec les mandrinades qui tous les 5 ans convient la mémoire de Mandrin, le brigand de Saint-Étienne de Saint-Joire, c'est en Isère. La météo, encore un soleil de plomb cet après-midi, quelques nuages bourgeonnants avec quelques averses, mais en montagne, la chaleur reste forte, étouffante jusqu'à 37 degrés cet après-midi. Alors, depuis combien de temps il n'a pas plu? Eh bien, depuis près d'un mois. Alors, c'est parfait pour nos tomates, mais nos plates-bandes, nos pelouses sont cuites et les restrictions d'eau arrivent. Ainsi, c'est au tour de la Savoie de rejoindre les 7 départements touchés en Rhône-Alpes par les restrictions. On fait le point avec Xavier Schmitt. La préfecture de Savoie a une priorité: réserver la ressource en eau aux usages prioritaires et protéger les écosystèmes aquatiques. En situation d'alerte, les restrictions d'eau visent à limiter les consommations qui ne sont pas indispensables. Les mesures s'appliquent notamment aux particuliers. Sont interdits le lavage des véhicules hors stations spécialisées, le remplissage des piscines ou encore l'arrosage des jardins entre 8h et 20h. Ce rationnement s'applique également aux espaces verts et aux terrains de sport. La persistance des fortes chaleurs se conjugue avec une absence prolongée de précipitations. La dernière pluie notable remonte au 16 juin. Le niveau des nappes souterraines se maintient grâce à la pluviométrie excédentaire des premiers mois de l'année. Mais le niveau des cours d'eau diminue sur l'ensemble de la Savoie. Et la baisse s'accentue depuis une dizaine de jours. Les restrictions d'eau pourraient être renforcées la semaine prochaine en fonction de la météo. Et hier, en montagne, un homme a trouvé la mort sur le couloir du Goûter, la voie normale du Mont-Blanc, victime d'une chute de pierre. Les conditions météo et cette chaleur extrême impactent aussi la haute montagne et sa roche. Alors, les autorités ont donc décidé, c'est exceptionnel en pleine saison, de fermer l'accès au toit de l'Europe. Soyons précis, les compagnies des guides de Saint-Gervais, la compagnie des guides a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'ascension du Mont-Blanc par la voie normale. Une polémique maintenant et des inquiétudes sérieuses sur les virades de l'Espoir de Grenoble. Depuis 12 ans maintenant, cette institution permet de récolter des fonds pour les malades atteints de la mucoviscidose. Jusqu'à 100 000 € récoltés chaque année. 7 à 8 000 personnes mobilisées. Alors cette année, les virades rencontrent de gros soucis d'organisation, de logistique avec la mairie de Grenoble. Je vous propose d'écouter Max Gavy. C'est le président de l'organisation de ces virades. Propos recueillis par Aurélie Massé et Yves Mariglot. Je pense que la municipalité n'a pas pris très au sérieux le combat qu'on mène, tout simplement. Avant, ça roulait très bien. On envoyait un courrier, on était immédiatement contacté par le cabinet du maire et on se voyait 3 fois avant la virade. Et en règle générale, au mois d'avril, tout était réglé. Au 1er juillet, on n'est toujours pas capable de me dire si le site est libre ou pas pour notre manifestation. Voilà, alors ce soir, reportage complet avec bien sûr la position de la mairie de Grenoble sur ce problème. On poursuit avec le feuilleton de Center Parcs de Roibon. Dès hier soir, Pierre et Vacances a annoncé sa volonté de faire appel car hier, le tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté essentiel à ce projet de village vacances, un arrêté qui concerne les eaux et les zones humides. Reportage, explication Cédric Picot et Bertrand Tang. C'est une victoire au nom de l'environnement. Les requérants contestaient une autorisation sur la loi sur l'eau. Pour pouvoir construire son Center Parcs, Pierre et Vacances aurait le droit de détruire des zones humides à condition d'en remettre d'autres en état, en Isère, mais surtout dans l'Ardèche, dans l'Ain et dans les Deux-Savoies. Ce système de compensation n'a pas convaincu la justice. Ce qui est scandaleux dans ce dossier, c'est que c'est des compensations qui se font à des dizaines, centaines de kilomètres de là. Donc, ça veut dire qu'à la limite, vous vous blessez et puis on va mettre un pansement sur votre voisin.
Ça revient à ça. C'est une arnaque intellectuelle qui est pour nous inacceptable. Un succès en demi-teinte pour les opposants car leur autre requête concernant la protection de la faune et de la flore a été rejetée. Un signal rassurant pour les partisans du Center Parcs. Même si la construction du complexe n'est plus autorisée, le défrichement du site, lui, n'est pas remis en cause. L'intérêt, c'est que les espèces protégées nous permettent de continuer, si bien sûr Center Parcs le désire, de faire le défrichement cet automne, puisqu'on ne le fera pas maintenant, et puis peut-être éventuellement de faire des travaux de clôture. Donc voilà, le projet ne peut que continuer à se préparer pour l'année prochaine. Pas de travaux avant l'automne, c'est peut-être un répit pour la zone à défendre menacée d'expulsion. Cet été, les zadistes restent en position. Ils sont une trentaine à garder les abords du site du chantier. On cherche à protéger, défendre et se parler en fait entre des gens qui ne sont pas du tout de la même espèce et trouver un terrain d'entente pour sauvegarder la planète, quoi. Sauvegarder la planète, sauvegarder une condition qui soit vivable, quoi. Du côté des partisans du Center Parcs, c'est une autre logique. Pour eux, le complexe touristique représente des retombées économiques et des emplois à la clé. Un projet de près de 400 millions d'euros auquel le promoteur Pierre et Vacances ne compte pas renoncer. Il n'y a pas du tout de remise en cause du projet. Pierre et Vacances a déjà fait appel de ce jugement. Et donc ça repassera, j'espère, d'ici la fin de l'année. Certainement un peu avant les élections régionales ou après, je ne sais pas. Encore suspendu à la justice administrative, le dossier Center Parcs de Roibon connaîtra sa prochaine évolution fin 2015, soit 8 ans après le lancement du projet. Football, la nouvelle ère de l'ETG Evian-Thonon-Gaillard a commencé. Hier, présentation de son nouvel entraîneur, Safet Susic. Objectif, c'est évidemment la remontée en L1. Un reportage Claire Schaffner et Christian Mathieu. Safet Susic fait connaissance avec sa nouvelle équipe. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de Bosnie et ancien joueur au PSG notamment est arrivé en Haute-Savoie en début de semaine, très attendu par l'ETG. Notre club cherchait un entraîneur avec une grande expérience, avec beaucoup de charisme, une grande personnalité, et nous l'avons trouvé en la présence de M. Susic. Safet Susic a une seule motivation, la montée en Ligue 1. À partir du moment où on m'a dit que Evian, il va tout faire pour retrouver la première division, j'ai dit je suis prêt à venir discuter. On s'est mis d'accord et maintenant il faut commencer à travailler sérieusement pour préparer la saison et essayer de faire ce qu'on attend de nous. La montée en Ligue 1, elle est déjà dans toutes les têtes au bord du terrain. Si ce n'est pas cette année, l'an prochain, je crois. J'ai confiance en ce groupe. Il y a des anciens qui sont restés, beaucoup de jeunes, donc ça va redonner du tonus. Des changements dans l'encadrement, mais aussi dans l'équipe. Le club haut-savoyard affine son recrutement et il a déjà présenté 3 nouveaux joueurs. Coup d'envoi de la saison pour l'ETG le 31 juillet à Nîmes. Allez, direction maintenant Saint-Étienne de Saint-Joire, c'est en Isère. Tous les 5 ans, la petite commune fête celui qui est né sur ces terres en 1725. Eh bien, il s'agit de Mandrin, le célèbre brigand qui détroussait les riches pour donner aux pauvres, selon la légende populaire. En 2010, 5000 personnes sont venues faire la fête. Alors tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir en direct Liliane Dicot avec un très joli chapeau. Et Liliane, vous êtes la présidente du comité d'organisation de ces mandrinades. Pourquoi tous les 5 ans ? Bonjour, eh bien écoutez, pourquoi tous les 5 ans ? C'est une fête énorme et toute la population travaille pour réaliser cette journée-là, avec toutes les associations. Donc on le fait tous les 5 ans. Vous êtes en train de me dire... beaucoup d'animations, bien sûr, qui vont avoir lieu durant ces 3 jours. Vous êtes en train de me dire que cette fête ne serait pas possible sans l'engagement total de bénévoles. Exactement, nous comptons pas moins de 500 bénévoles pour réaliser cette fête. Nous y travaillons depuis 1 an. Et aujourd'hui, nous sommes tous prêts. 6 heures, dans 6 heures, donc on va lancer les mandrinades.
Et durant ces 3 jours, elles vont se dérouler de nombreuses manifestations, équestres, théâtre, chars, défilés de chars, spectacles pyrotechniques, énormément de spectacles. Le clou du spectacle, ça sera quoi? C'est difficile hein, pour vous de dire ça, mais peut-être ce défilé des chars? Oui, c'est très difficile, mais le défilé des chars anime beaucoup de quartiers et on se retrouve avec près de 30 chars avec la participation des villages voisins. Et donc, c'est un point très fort de la manifestation. Bon, alors vous êtes sur le pont jusqu'à dimanche. En un mot, donnez-nous envie, à nous les Grenoblois, de venir vous voir à Saint-Étienne-de-Saint-Joie. Ah mais bien sûr, venez nous voir, d'autant plus qu'il fait très beau. Nous avons énormément de plans de restauration, et puis il fait très bon vivre à Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Alors venez voir notre fête. Je pense qu'on a eu autour de 30 000 personnes il y a 5 ans. Vous avez annoncé 5 000, mais c'est 30 000 personnes. Vous avez bien et on fait de espère rectifier. dépasser ce chiffre. Vous avez bien fait de rectifier. Merci oui. Madame Dicot. On pourra vous repérer au milieu de ces 30 000 personnes avec votre beau chapeau. Merci d'avoir répondu à nos questions. On termine en Oisans, à la Grave. Merci Madame Dicot. Chaque été, le festival Messiaen rend hommage aux grands compositeurs et à la musique contemporaine. Et parmi les nombreux disciples, regardez, ces étudiants du Conservatoire de musique de Paris ont donné hier soir une création musicale singulière. On l'écoute un peu. Mais le temps fort du festival, c'est demain avec le grand concert Et Expecto d'Olivier Messiaen qui sera donné à 2400 mètres d'altitude face au magnifique glacier de la Meije. On écoute le directeur du festival, Gaëtan Puot. C'est la démesure totale. Et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg qui va se hisser à cette altitude, il n'y a que l'œuvre de Messiaen qui peut, je dirais, être à la hauteur de l'enjeu, je dirais, du paysage. Et les silences de l'œuvre de Messiaen il y aura les bruits de la nature qui vont s'intégrer dans cette musique. Et c'est ce que voulait Messiaen. C'est pour ça que Messiaen a voulu que son œuvre soit interprétée là, parce qu'il voulait que dans ces silences soient intégrés les bruits des cascades, les sons des éléments qui vont être vraiment hyper importants dans ce concert. Voilà, les silences de Messiaen et la Meije, c'est ainsi qu'on referme cette première partie, mais restez avec nous. Tout de suite, le journal des initiatives. Première réunion de production, avant le grand clap, ils ne se connaissent pas et s'apprêtent à tourner ensemble leur premier court-métrage. Pareil que pour le genre, on se met d'accord sur un seul. Une méthode didactique, d'abord définir le cadreur, puis le jour du film, son titre. L'histoire, bref, il suffit d'appliquer la recette à la lettre. Très bien, mais du temps. C'est comme des règles du jeu, c'est-à-dire qu'une fois après qu'on les a incorporées, qu'on les a acceptées et qu'on joue avec, eh ben ça va créer en fait une très grande liberté. Action! Alors évidemment, pour boucler un film en moins de 3 heures, il faut des studios. Ici, il y en a 10. Vous avez par exemple le commissariat, la rue Sombre, la discothèque, la voiture qui défile, vous voyez, sans les mains. Et vous avez aussi le train. Action! Bien sûr, il a son billet, mais on cherche un meurtrier. L'usine de films amateurs, une obsession de Michel Gondry depuis bientôt 10 ans. Le réalisateur et scénariste oscarisé s'en est même inspiré dans son long métrage « Soyez sympa, rembobiné ». Il croise un petit fantôme, sale SOS fantôme qu'il se mette en chasse. L'histoire de 2 gérants de vidéoclubs qui décident de réaliser les remakes de films célèbres avec les moyens du bord. Mais la comparaison avec l'usine de films s'arrête là. L'objectif, c'est surtout le travail en équipe et le respect mutuel. Un groupe donné peut complètement s'autogérer, quelle que soit l'origine de chacun, son milieu social, son âge. Pas de montage, en 3 heures chrono, le film est déjà projeté en avant-première. Un concept qui n'a d'autre prétention que de passer un bon moment ensemble, un hymne à l'amateurisme, à ébruiter absolument. Rendons-nous à présent à Nantes où faire réparer son vélo tout en dégustant un bon gâteau, c'est désormais possible grâce au premier Cyclo-Café, un établissement devenu le nouveau lieu de rendez-vous des cyclistes citadins. Bonjour. Ce matin-là, au Cyclo-Café La Musette, le premier client est une étudiante. Elle a un petit problème de porte-bagages. Rapide diagnostic au milieu des tables. Ici, en fait, ça s'est cassé, ça s'est carrément dessoudé.
Et pendant qu'Yvan répare, Esther, sa femme, officie en cuisine. Lui restaure les bicyclettes pendant qu'elle restaure les cyclistes. Le concept d'une boutique vélo 2 en 1 existe déjà à Londres, Lyon ou encore Lille, et donc maintenant à Nantes depuis un peu plus d'1 an. C'est un de nos amis qui nous a dit que c'était un bar sympa pour réparer les vélos, pas trop cher et tout, parce que bon, c'est assez compliqué de trouver des endroits pour le faire bien réparer et abordable. À l'atelier, tous les cyclos sont les bienvenus, quel que soit l'âge ou le modèle. Quand c'est possible, Yvan propose même une réparation express. Et certains en profitent pour une petite pause salée ou sucrée. Ça reste quand même un atelier de réparation. Mais par contre, l'ambiance est quand même différente. On a de la musique, on a les odeurs de la cuisine, là. Ça commence à venir. Et puis on a volontairement disposé l'atelier et la cuisine de façon à ce que les gens puissent voir les 2 activités. Chacun dans son rayon et très proches l'un de l'autre, Esther et Yvan proposent tous les types de formules. Ici, on peut réparer et manger. On peut aussi simplement profiter des lieux le temps d'un café ou d'une pause déjeuner. Je trouve que c'est une bonne idée de mélanger le déjeuner et puis la réparation de vélo. C'est pas mal, surtout sur les bords de Loire, c'est bien. Alors c'est précisément sur les bords de l'Erdre, canal Saint-Félix, c'est vrai à 2 pas de la Loire, que la musette a posé ses valises. Et à propos de valises, les cyclotouristes de passage à Nantes seront contents de savoir que le cyclo-café d'Yvan et d'Esther propose l'hébergement de leur pactage le temps d'une balade en ville. Des accros du guidon dont plusieurs milliers se sont retrouvés à Paris pour la première édition du Vélo Tour. Une balade ludique à bicyclette qui permet de découvrir la capitale de manière originale. Une randonnée accessible à tous. Il règne comme un petit air de Tour de France. Mais ici, pas de maillot jaune, juste son vélo, ses baskets, un ballon rose et sa bonne humeur. 3, 2, 1, c'est parti pour 17 km de balade à travers Paris. Êtes-vous prêts? Eh ben c'est parti les amis! Allez! VTT, Vélib, vieux biclous ou autres engins à 2 roues, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Au Vélo Tour, on vient pédaler pour le plaisir entre copains, en amoureux ou en famille, mais pas seulement. Le fun, c'est tout, le fun. Puis entre amis, en famille, avec les enfants, juste pour passer une bonne journée. On a senti que c'était festif, qu'il y avait des ballons partout et donc voilà, ça donnait envie. C'est une autre manière d'aborder Paris, de manière plus décontractée, le voir sous un autre angle. Direction l'hippodrome d'Auteuil, ses tribunes et ses pistes de galop ouverts pour la première fois aux 2 roues. Une façon de découvrir la capitale autrement et à son rythme. Vélo Tour, c'est une balade insolite à vélo où on fait du vélo dans des lieux qui sont habituellement interdits. Donc on découvre sa ville comme on ne l'a jamais vue. C'est pas du tout une compétition. L'idée, voilà, c'est de faire une balade sympa, en famille, entre amis. On a beaucoup d'enfants qui participent à l'événement. Quelques coups de pédale plus tard, c'est l'embouteillage. Oh là, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Sur le cours central de Roland-Garros, exit les tennismen, place aux 2 roues. On a des frissons rien que de rentrer sur le cours. C'est super, inimaginable. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être sur le central de Roland-Garros comme ça, par un beau matin de juillet, et c'est super sympa. Cette randonnée insolite aura duré 2 heures pour les plus courageux et un peu plus pour ceux qui ont un petit vélo dans la tête. Ils étaient plus de 4000 à chevaucher leur petite reine pour cette première édition du Vélo Tour à Paris. Voilà, après tout ce vélo, l'info continue sur notre site internet alpes.france3.fr. Et puis l'invité du journal ce soir à 19h, c'est le docteur Lérena, pneumopédiatre au CHU de Grenoble, qui viendra nous parler